Madame, Monsieur, bonsoir. Donald Trump sonnerait-il la fin des massacres israéliens dans la bande de Gaza? C'est la question d'actu aujourd'hui. Le 633e jour de l'offensive d'Israël sur une ville réduite au néant. L'horreur se poursuit avec plus de 80 morts aujourd'hui qui viennent s'ajouter au bilan macabre de 56 000 victimes depuis le 7 octobre. À noter aussi cette enquête du quotidien israélien Haaretz qui accuse le Tsahal d'avoir tiré sur des civils lors d'une distribution alimentaire. Mais ce n'est pas la raison qui a poussé le président Trump à ordonner à Israël et au Hamas, depuis son réseau social Truth, de trouver un accord pour Gaza. Car pour le président US, la fin de la campagne iranienne est une opportunité de remodeler la région et bien sûr Gaza passe aussi par son plan de remodelage de cette région. Pendant ce temps, le chef de Tsahal affirme que l'armée est proche d'atteindre ses objectifs dans la bande. En fin de compte, les prochaines étapes seront réglées directement entre Trump et Netanyahou. Par ailleurs, ce dernier, jugé pour corruption, finit par obtenir un report de son audience par le tribunal de Jérusalem où il devait être entendu aujourd'hui, même ce lundi 30 juin. Le président américain avait déclaré la veille qu'il, je cite, ne tolérerait pas la poursuite du procès pour corruption du Premier ministre israélien pour motif qu'il devait, ou qu'il devrait en tout cas être en train de négocier un accord avec le Hamas. Comment est-il possible que le Premier ministre d'Israël puisse être contraint de rester dans une salle d'audience toute la journée? Alors comment il faut... Fin de citation. La question n'était pas de moi mais de Donald Trump. Comment interpréter cette déclaration du président américain? Un sursis ou de réelles prémices de paix pour Gaza? Nous essaierons de répondre à cette question avec mes invités ce soir. Se joint à nous depuis Al-Quds, le professeur de sciences politiques, professeur Amjad Chihab. Bonsoir et merci de nous joindre à nous. Bonsoir à vous, merci. Et bonsoir à votre invité, à tout le monde qui nous suit à votre chaîne. Merci, merci professeur Chihab. Et avec moi en plateau, le professeur expert en relations internationales, Zakaria Bouddahab. Bonsoir professeur. Bonsoir Madame Khadija, merci. Merci à vous de répondre à nos questions et beaucoup de questions autour de la paix, notamment après ce tweet, après ces déclarations du président américain. Mais avant, un petit point quand même sur la situation factuelle. Aujourd'hui, une attaque aérienne a détruit l'école de Yafa, abri de déplacés dans la bande de Gaza. Aujourd'hui aussi, bilan provisoire, au moins 80 morts. Amjad Chihab, finalement, malgré cet espoir, notamment après la fin de l'offensive israélienne sur l'Iran, eh bien, on remarque que l'armée israélienne continue ses massacres sur les Gazaouis. Tout à fait, ils ont la même stratégie. C'est de pousser la population, faire une façon de générer le chaos total, gérer la famine, et faire le peuple dépendant complètement des aides contrôlées par Israël et complètement, et mettre le niveau entre la famine et la mort et donner un peu des aides, rendre les gens non seulement dépendants, mais à l'état animal, et pour qu'ils cherchent justement à trouver ce qui est les minimums pour manger. C'est pousser toute la société à se faire capituler complètement à l'armée israélienne et faire de chantage à la résistance palestinienne pour qu'ils acceptent à être capitulés complètement à l'armée israélienne. Il utilise ça d'une façon bien planifiée, faire souffrir psychologiquement, physiquement, tuer les gens physiquement avant de tuer les gens moralement avant de leur tuer physiquement et arriver à un stade où tout ça va écrouler devant eux. Pour eux, c'est ça la victoire écrasante qu'il cherche le Premier ministre israélien. À chaque fois qu'il y a des pressions, il donne des illusions qu'il y a un accord, qu'on s'approche, juste pour gagner plus de temps, qu'il arrive à ce niveau de détruire complètement même la personnalité de chaque citoyen palestinien sur la bande de Gaza, destruction complète de sa personnalité, de sa capacité de se ressembler
et mettre les gens incapables de résister à l'occupation et qu'ils ont une seule pensée, c'est de survivre ou d'éviter la mort et chercher à tout prix de trouver quelque chose à manger. Oui, vous avez parlé de résistance. La stratégie. Vous avez évoqué la résistance palestinienne. Je voudrais vous interpeller sur cette vidéo qui a été publiée samedi par le Hamas, qui a suscité de vives critiques de la part de la population à Gaza et qui a rejeté cette tentative de Hamas de dépeindre une image de solidarité, d'unité avec la population assiégée. D'ailleurs, suite à cette réaction négative, on va le dire, la chaîne Al Jazeera avait supprimé ses publications, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont partagé cette vidéo. J'aimerais bien avoir votre commentaire par rapport à la perception de cette population affamée, assiégée, privée de tout, vis-à-vis du Hamas après quasiment 2 ans d'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Oui, et le mouvement de Hamas, c'est un mouvement de résistance. C'est pas un mouvement qui est lié à certains pouvoirs. Et comme tout le monde sait très bien qu'administrer une autorité politique sous l'occupation, c'est une faute politique grave. Et moi, personnellement, je suis contre de voir construire une autorité sous l'occupation. Et l'occupation israélienne finance et soutient des voleurs, des criminels pour mettre les chaos sur la bande de Gaza. Pour le vidéo que vous avez parlé, moi, j'ai pas vu, j'aimerais bien le voir, mais j'ai pas vu pour chercher à commenter. Mais la stratégie israélienne, c'est de ne pas s'inquiéter de la vie de 2,2 millions Palestiniens qui sont de véritables otages. C'est eux des véritables otages. C'est un véritable holocauste qu'on le voit aux yeux du monde entier. C'est une humiliation pour le monde arabe et le monde musulman et la communauté internationale de faire des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre à ce niveau horrible qu'on le voit avec un moyen de 100 civils qui n'ont aucun moyen de se défendre, de leur massacrer chaque jour et d'affamer les gens d'une manière bien structurée, détruire toute l'infrastructure, les boulangeries, tous les moyens qui donnent une capacité de vie, de résister à l'occupation, pour ouvrir la voie à une déportation massive en cas d'ouvrir des barrages dans l'avenir. Mais c'est une stratégie criminelle pour le monde entier le voit, et le monde entier ne fait rien pour faire ça, pour avancer. Même l'opinion publique israélien à l'intérieur, des hauts responsables, d'ex-premiers ministres, des ministres de la Défense et de présidents des partis politiques, ils ont signalé que cela est inacceptable, qu'on est géré par un gouvernement d'extrême droite, jamais vu dans l'histoire de la création de l'entité sionisme. Très bien, vous avez évoqué cela, ce qui m'amène à vous interpeller, professeur Zakaria Boudaab, en tant qu'expert en relations internationales, par rapport à la réaction de la communauté internationale, par rapport à ces massacres, et surtout avec cette enquête que j'évoquais dans mon introduction, publiée par, certes, un journal d'opposition, qui est le Haaretz, il faudra le préciser quand même, sur des ordres qu'auraient reçus les militaires, les soldats de Tsahal, de tirer sur des civils pendant qu'ils tentaient de récupérer de l'aide alimentaire. La question qui se pose, que fait l'ONU? Où est l'ONU? L'ONU condamne à la limite le secrétaire général Guterres à maintes reprises, depuis même le déclenchement de cette épreuve, j'allais dire, le 7 octobre, et c'est le lendemain qui déchante d'ailleurs. Malheureusement, au niveau du Conseil de sécurité, on le sait, il est bloqué par le veto, par d'autres mesures qui l'empêchent à être opérationnel. L'Assemblée générale, à la limite, est une caisse à résonance et nous sommes dans l'incantatoire finalement, donc c'est du droit déclaratoire, etc. Ce qui est dérangeant, d'ailleurs, je reprends ce que disait Chaniolo, en parlant de cette déshumanisation. Et finalement, c'est comme si, peut-être je reprendrai ce que le chancelier allemand avait dit, qu'Israël fait un peu le sale boulot de guillemets pour l'Occident. Pourquoi ? Parce que pour l'Occident de façon générale, ce qu'appelle M. Poutine l'Occident collectif, c'est qu'Israël aide contre l'obscurantisme, l'islamisme radical, les groupes obscurantistes, terroristes, etc., etc.
Et il y a une sorte de, comment dirais-je, désarmement, de démission totale, une sorte de loi de l'omerta, la loi du silence, malheureusement. Maintenant, la question qui se pose, évidemment, par quel biais, par quel moyen, face d'abord au démantèlement de tous les proxys iraniens et également à la lumière de cette guerre qui s'est déclenchée du 12 au 13 juin et qui a duré quand même 12 jours, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, la grande question, est-ce qu'une vie d'un Palestinien ou d'une Palestinienne vaut quelque chose comparativement à un Israélien ou une Israélienne quand elle meurt, tout l'Occident réagit et avance cette idée du droit d'Israël de se défendre. Moi, je crois que nous sommes dans une épreuve très rude, redoutable, et pour le droit international et pour la communauté internationale, ce qui nous pousse véritablement à se poser des questions si nous ne sommes pas véritablement, je reprends ce que disait Amin Maalouf, face à un naufrage de la civilisation. Et l'ONU qui dénonce un système de distribution d'aide militarisée quand on parle d'une réaction comme celle-ci de l'ONU, c'est encore une fois à se poser la question. Piège mortel. Exact. Selon l'expression qui a été utilisée. C'est ça, mais c'est à se dire que c'est aujourd'hui l'ONU, et ce n'est pas la première fois, se retrouve incapable. Désarmée, c'est cela. Tout à fait, tout à fait. Alors, et aujourd'hui aussi, c'était hier plutôt, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a rejeté catégoriquement les accusations de meurtre publiées dans le journal Haaretz. Aussi, il faut le rappeler, une grosse manifestation à Tel Aviv pour appeler à libérer les otages, la première depuis l'annonce de cessez-le-feu dans la guerre qui a opposé Israël à l'Iran. Est-ce qu'on peut parler déjà, professeur Chihab, d'un affaiblissement de Benjamin Netanyahou et quel impact aurait cet affaiblissement sur l'évolution des événements, notamment à Gaza? Il n'y a pas d'affaiblissement. Et lui, il est monté dans le sondage, surtout dans sa propre partie le Koud, parce que aux yeux des Israéliens, il a fait une victoire contre l'Iran. Donc, il a fait un progrès, il bombarde le Liban, il bombarde la Syrie, et il est en train de mettre à genoux le monde arabe au Proche-Orient. Ils sont très contents pour lui. Et c'est pour ça, et tout ce qui les intéresse, ils s'en fichent complètement de la vie de 2 200 000 Palestiniens. Ce qui les intéresse, le 20 prisonniers vivants, de soldats et de responsables militaires entre les mains du mouvement de Hamas. On n'a pas vu un mouvement de protestation contre les génocides qu'ils sont en train de commettre. Et normalement, le génocide, c'est la mère des crimes dans le monde. Oui. Et tous les systèmes internationaux aujourd'hui, que ce soit le droit international, les traités, les conventions, et les Nations Unies même, c'était fait pour éviter ce qui est arrivé aux Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on le voit clairement devant nos yeux et personne ne bouge. Et il cherche à justifier ce qu'il est en train de faire. Est-ce que cela justifie aussi son procès pour corruption? Est-ce que c'est justement cette guerre à Gaza pourrait être utilisée, et là ce serait vraiment l'aberration, je crois, des temps modernes, pour camoufler ce procès qu'il traîne, le procès de corruption? Oui, les dossiers de corruption, depuis 2016, il est en train de gagner du temps, mais il est arrivé à un stade que les accusations et les affrontements de ces accusations vont être en direct avec le procureur général. Donc, il a tenté sa chance d'aller ouvrir un front contre l'Iran pour éviter de s'approcher à être condamné. Même, il a demandé au président Trump d'intervenir personnellement pour faire la pression, mais le système judiciaire israélien ne permet pas de stopper les poursuites judiciaires contre lui. Pas les stopper, donc, mais ils ont été reportés. Les poursuites ont été quand même reportées. Oui, c'était reporté. Parce que c'était prévu pour le 30 et le 2 juillet. Pour le 30 juin et le 2 juillet. Oui, excusez-moi, pour vous expliquer. C'était reporté parce qu'il y a des raisons graves sécuritaires et qu'il y a des événements majeurs qui vont être... qui va être dans le fait dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Donc, ils ont laissé, mais ça ne signifie pas que les poursuites s'est arrêté. Le procès, il est toujours là. Il n'y a aucun moyen de stopper les poursuites, comme c'est arrivé avec plusieurs premiers ministres auparavant,
et avec un président qui était accusé de viol, qui était condamné, qui a passé des années en prison. Même le dernier procès, c'était contre le Premier ministre Olmert, qui a passé aussi plusieurs années. Et normalement, pour changer, pour faire une exception pour Netanyahou, malgré tout ce qu'il fait, ne sera pas accepté parce que c'est complètement contraire aux lois principaux israéliens. Ça ne peut pas marcher, c'est contraire au système judiciaire israélien et c'est complètement contraire aussi au système de sa crédibilité, de sa réputation, et de faire une exception pour un criminel comme Netanyahou. Donc, ça peut durer et le prix, c'est verser plus de sang et tuer plus de Palestiniens. Ça peut lui permettre, ça fait nourrir sa coalition criminelle pour qu'elle dure plus de temps. Et le prix, c'est de massacrer les Palestiniens. Ça leur fait un peu plus de plaisir de continuer en disant peut-être ils vont gagner, faire une victoire sur les Palestiniens et au Proche-Orient, humilier les Arabes, humilier les musulmans, parce que c'est une méprise totale de la vie d'un Arabe ou d'un musulman. Professeur Abou Dahab, et c'est pas fini, parce que si on réfère à la déclaration d'un officier d'une des brigades déployées dans la bande de Gaza, qui s'est confié à un journal israélien, l'armée est en train d'élargir les routes, de construire des avant-postes, des infrastructures. Et selon lui, les forces israéliennes ne se retireront pas de Gaza avant 2026. 2026, il a fixé l'échéancier. C'est aussi la date des élections en Israël. Absolument. Donc là, il y a des questions à se poser par rapport aux ambitions. Vous pensez quoi, vous, de cette affaire de tribunal de Netanyahou et aussi de cette déclaration de Donald Trump, quand même, qui dit qu'il n'a pas le temps, il va négocier avec le Hamas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut assurer, confirmer qu'Israël, à travers son Premier ministre, est à la table des négociations avec le Hamas, avec lesquels il refusait depuis le premier jour, depuis le 7 octobre, de se mettre à la même table de négociation? Premièrement, je crois, au regard des lois israéliennes, et notamment la règle de la séparation des pouvoirs, il est clair que le jugement n'est pas annulé définitivement, du moins il est reporté. Vous avez parlé, Madame Khadija, d'un sursis, puisque du point de vue de l'opportunité politique aux yeux même de M. Donald Trump, il est opportun et utile de le reporter. Donc il a apporté son appui. Il a même tweeté en parlant de Bibi Netanyahou, comme quoi ce serait dommageable pour la négociation d'un accord de cessez-le-feu. En fait, il faut le reprendre. Il a été déjà conclu, mais la démonstration de force du Hamas, finalement, avait un peu annihilé ce processus, allais-je dire, puisque on a vu que la question de la libération des otages ne s'était pas terminée. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, moi, je pose la question sur le devenir politique ou l'avenir politique de M. Netanyahou. Il est un peu brouillé. Moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est lié, certes, au contexte actuel, parce qu'il a ouvert pas mal de brèches, sinon pas mal de fronts, que ce soit au Liban, Syrie, Iran, Palestine, sans oublier la Cisjordanie, il est clair. Mais quelque part, à l'horizon 2026, on se pose la question si, encore une fois, M. Netanyahou allait-il être toujours ce sauveur pour les Israéliens. Troisième chose, puis de la libération définitive des otages de part et d'autre. Et moi, je crois que c'est une question qui taraude l'esprit d'un Donald Trump qui voudrait saisir le momentum aujourd'hui face à ce qu'il avait qualifié de gain ou de victoire majeure contre l'Iran, notamment en ciblant les sites nucléaire iranien, on le sait, mais aujourd'hui, moi je crois que la scène n'est pas du tout claire, elle est un peu très brouillée, j'allais dire, sans oublier que la question de la colonisation continue. En Vous avez parlé oui. tout à l'heure de ce chaos au niveau de la... Alors le piège mortel, moi je pense que c'est une expression qui est très pertinente. Hélas, d'après le Tzahal, l'armée israélienne, il s'agissait plutôt de disperser les Palestiniens qui viennent pour avoir cette aide. Je pense à 2 reprises de la journée. Malheureusement, on peut dire que parfois, le ciblage de certaines personnes est délibéré. Et donc, il faut par la suite ouvrir une enquête pour s'enquérir de près de la situation et déterminer la responsabilité des uns et des autres. Vous pensez que l'accord serait imminent, au vu de tous ces éléments qu'on vient de discuter? Je crois que l'opportunité s'y prête aujourd'hui. Nous sommes encore au lendemain des cibles
enfin, des attaques contre l'Iran, enfin les échanges qui ont eu lieu, c'est un conflit armé majeur. Et M. Donald Trump, pour lui, c'est une question également vitale pour la stabilisation du Moyen-Orient. On pourrait même aller très loin en pensant à des scénarios de type intégrer l'Iran de la normalité. D'ailleurs, je pense même aujourd'hui, le chef de l'État s'est exprimé par rapport à son desiderata d'ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec les pays du Golfe. Oui. Quelque chose se reconfigure aujourd'hui, mais il est clair qu'il y a une lourdeur en termes de pertes humaines et en termes également de conséquences sociales catastrophiques. Vous savez, on parle même éducide, c'est-à-dire on a tué le système éducatif palestinien. Non seulement la question de la famine, quand on voit ces scènes véritablement vraiment déshumaines, les gens qui affluent pour avoir quelques morceaux de quelque chose qui pourrait les prémunir contre la famine, c'est vraiment dommageable. Et je suis tout à fait d'accord avec le docteur Chihab quand il parle du silence du monde arabo-musulman. Véritablement, c'est une absence totale. C'est une absence totale. La Cisjordanie occupée, professeur Chihab, n'est pas épargnée. Il y a de la violence quasi quotidienne et on voit quand même une certaine anarchie des colons, des settlers, qui non seulement attaquent les Palestiniens, mais aujourd'hui s'attaquent aux militaires du Tsahal. D'ailleurs, ces derniers ont dû réagir après que des dizaines d'Israéliens se soient ressemblés devant une base militaire en Cisjordanie occupée, et ils ont attaqué les forces de sécurité. Du coup, les forces de sécurité ont répondu, elles ont tiré. Bref, est-ce que ça risque pas de s'embraser aussi dans cette région entre les colons et les forces de sécurité israéliennes? Et qu'en est-il de la situation aujourd'hui en Cisjordanie occupée? Pas tout à fait l'image. Oui, c'est vrai, ils ont agressé certains soldats parce qu'ils ont reçu des ordres pour leur stopper. Parce que l'armée israélienne d'occupation en Cisjordanie, il a peur qu'il y aura beaucoup de victimes palestiniennes. Parce qu'il y a quelques jours, il y a eu 3 Palestiniens été tués par le colon. Donc, ils ont peur que ça peut conduire à une révolte populaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de stopper. En général, c'est l'armée de l'occupation israélienne en Cisjordanie qui protège le colon au moment qu'il attaque les villageois qui sont désarmés, qui n'ont aucun moyen de se défendre. Et même l'autorité palestinienne ne fait rien pour protéger les citoyens palestiniens en Cisjordanie ou à la bande de Gaza. C'est le seul citoyen dans le monde qui n'a pas une autorité pour le défendre. C'est ça le plus grave. Quand un citoyen palestinien ils se sent menacés de mort, qu'il y a des agressions, que ce soit l'armée israélienne, que ce soit de colons, il n'y a aucune autorité qui vient essayer de le protéger. C'est véritablement un feu vert d'aller massacrer les Palestiniens à tout moment. On essaye d'organiser, planifier doucement, étape par étape, pour annexer la Cisjordanie. Normalement, c'est le territoire pour le futur État palestinien. On avorte toute possibilité de créer un État palestinien et on continue à faire de colonisation, voler les terres, et faire partir les villageois dans les villages pour essayer d'avoir des terres avec le moins possible des habitants palestiniens. Juste, c'est une stratégie claire, avec des objectifs clairs, qui sont en train de le faire depuis des années, et surtout après le 7 octobre, ils le font malgré que le Hamas n'existe pas en Cisjordanie, qu'il n'y a pas aucune présence militaire de moment de Hamas. Juste chercher des prétextes pour couvrir tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont détruit des centaines de maisons à Jenin, la ville de Jenin, la ville de Tulkarem, la ville de Ramallah, la ville de Nablus, comment ça s'appelle? La ville de Nablus. Et sans aucun prétexte. Juste, c'est la terre d'Israël, c'est l'État de colons. Ils vont faire un État sur le territoire de 48, c'est l'État d'Israël. En Cisjordanie, c'est l'État de Juda, Samarie, c'est l'État de colons. Et voilà, les Palestiniens, ils n'ont aucun droit politique. Soit ils quittent, ils partent,
et soit il se fait massacrer, ou ils deviennent esclaves. C'est ça leur stratégie. Ils le disent à la télé, ils le disent dans les réseaux sociaux. Ils s'en fichent de la communauté internationale, ils s'en fichent du monde arabe, ils s'en fichent de tout le monde. Merci beaucoup, professeur Amjad Chihab, professeur de sciences politiques. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous également, professeur Zakaria Bouddahab. Avec plaisir, Madame Khadija. C'est la fin de cette émission. Bien sûr, nos espoirs restent pour une paix et pour le retour à une vie vraisemblablement pas normale comme avant, mais en tout cas une vie digne de nos frères et sœurs palestiniens qui soient à Gaza ou en Cisjordanie occupés. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.